La télé-réalité Squid Game a failli tourner au désastre. En plein tournage, au début de l'année, de nombreux articles de presse sortent pour dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles se seraient retrouvés les candidats au moment de la première épreuve, qui auraient bien pu virer au drame. Alors que le concept même de transformer cette satire du capitalisme et du divertissement en télé-réalité pose déjà question, l'émission n'a cessé d'enchaîner les scandales. Pourtant, le show a bien vu le jour, et les 5 premiers épisodes ont d'ailleurs été diffusés ce mercredi. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce projet au goût douteux qui aurait bien pu coûter la vie de certains de ses participants? L'émission est-elle vraiment dangereuse? Et pourquoi, de manière plus générale, ce projet fait-il autant scandale? This game has to be played with strategy. I'm going to be your best friend, but I will absolutely double cross you. You can't trust anybody in here. A participant was even quoted in Rolling Stone magazine as saying the whole experience was, quote, the cruelest, meanest thing they've ever been a part of. You may now open your box. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je rappelle le phénomène qu'a été Squid Game? Tout le monde a entendu parler, voire même vu des visuels de la série en octobre 2021. C'est simple, c'est la série Netflix de tous les records, loin devant Stranger Things, La Casa de Papel ou les autres. Elle cumule plus de 270 millions de vues si on se fie à ce super classement d'audience réalisé par un youtubeur passionné. Une étude va même plus loin en affirmant que 60% des adultes américains ont regardé le programme. Un succès exceptionnel qui aurait permis à la plateforme d'engranger près d'1 milliard de dollars de recettes pour un budget initial de seulement 21 millions de dollars. Tout cela a été possible grâce au concept de l'œuvre. En Corée du Sud, un jeu mystérieux de survie voit 456 personnes fauchées se battre dans des jeux traditionnellement pour enfants à l'issue mortelle en espérant gagner une trentaine de millions d'euros. Cet univers quasiment dystopique, qui n'est pas sans rappeler Hunger Games ou même Battle Royale, parvient à accrocher une large audience grâce à la gamification de son scénario et un univers visuel très fort et reconnaissable. Et malgré les polémiques autour du fait que de jeunes enfants se sont retrouvés face à un programme clairement destiné aux adultes et appuyé par une forte campagne de communication, Squid Game a tout pris sur son passage. Et même si le créateur a avoué ne pas avoir été rémunéré à la juste valeur du succès de la série, une saison 2 a été annoncée très rapidement, faisant fi de la fin, laissant pourtant penser à un format standalone. Et plus étonnant, en 2022, une version du jeu en télé-réalité va même être mise en chantier avec un appel aux candidats du monde entier. L'émission, qui se nomme Squid Game The Challenge, reprend dans les grandes lignes la mécanique de la série initiale. À travers une série de jeux, chaque joueur sera poussé à dépasser ses limites et obligé de se demander jusqu'où il sera prêt à aller pour gagner, avec des alliances opportunistes, des stratégies impitoyables et des trahisons judicieuses. 456 participants ont également été réunis pour gagner la rondelette somme de 4,56 millions de dollars. C'est simple, c'est un record historique de gains pour un jeu télévisé. Un levier économique qui permet d'être attractif, mais aussi d'avoir un argument de communication d'ampleur. Ce cash prize énorme offre la possibilité de s'écarter définitivement de la comparaison avec MrBeast, plus grand youtubeur du moment, qui avait fait une vidéo reprenant ce même concept pour un gain de 456 000 dollars et qui avait fait un carton avec plus de 500 millions de vues sur YouTube. Le programme s'inscrit alors pleinement dans la stratégie de Netflix de créer de plus en plus de programmes de flux. Dans sa volonté de remédier à la télévision et d'augmenter son offre, la plateforme de streaming s'est imposée comme un nouvel acteur majeur de la télé-réalité et même des contests audiovisuels. Que ce soit avec Outlast ou Nouvelle École en France, le genre a pris aujourd'hui quasiment autant d'importance que les documentaires True Crime qui ont fait les heures glorieuses du site à ses débuts dans le streaming. Même Prime Video s'y est mis, avec LOL qui ressort ou Cosmic Love, l'émission de dating présentée par Nabila, et plus récemment, on a pu voir Frenchy Shore sur Paramount+. Mais pour ce genre de programme, une question se pose toujours, et l'exemple de Squid Game The Challenge illustre pour moi parfaitement cela: l'adaptation. Si l'émission est une combinaison des traîtres de Takeshi Castle et Outlast, la norme veut de faire normalement une émission par pays. Nouvelle École est une adaptation française de Rhythm and Flow par exemple. L'étude par Winnie Cheng s'est penchée sur l'adaptation du jeu de quiz britannique de Weakest Link à Hong Kong. Et si l'émission était un carton en Angleterre,
elle a eu du mal à trouver son public de l'autre côté de la planète. Cela démontre la nécessité de prendre normalement en compte les codes socioculturels du pays de diffusion. Un élément central déjà relevé par Silvio Weisbord, si la globalisation du monde s'étend également au contenu consommé, les formats télévisuels ont toujours nécessité une forme d'adaptation. Or, il n'existe qu'une seule version de Squid Game The Challenge. L'émission est en anglais, même si, comme dit plus tôt, des participants du monde entier ont été recrutés et évidemment, elle est doublée dans toutes les langues. Mais ce qui va rendre le format exportable en l'état et diffusable dans l'ensemble des pays qui ont accès à Netflix, c'est parce que il y a une licence sur laquelle le show va s'appuyer. On ne cesse de rappeler l'importance des univers transmédia dans nos cultures médiatiques contemporaines. Comme le prédisait Henry Jenkins, désormais les œuvres populaires s'étendent à travers toutes les formes médiatiques possibles. Les films, les livres, les séries, mais pas que. Le domaine exclusif de la fiction a été dépassé depuis longtemps, avec les produits dérivés ou encore les parcs d'attractions, je pense évidemment au land Harry Potter ou même Star Wars. Aujourd'hui, ce sont désormais les jeux télévisés et les téléréalités qui vont être mobilisés pour étendre ces univers transmédiatiques. C'est un phénomène très récent, même si les marques et les produits dérivés ont toujours fait partie du dispositif des jeux télé. Mais bien plus qu'un placement de produit, désormais on a directement affaire à du brand content sur la base de licences issues de la pop culture. Dès 2006, Who Wants to Be a Superhero était lancé avec Stan Lee, créateur en partie de Spider-Man, Iron Man, les X-Men, etc. Le show n'était pas directement relié à la marque Marvel, mais s'appuie sur l'univers de super-héros qui entoure la maison des idées. L'objectif était alors de créer un personnage de super-héros pour soi-même, un peu dans la même veine que La France a un incroyable talent. Après, l'émission qui a tout changé est sûrement Lego Masters en 2017. Depuis le début des années 2010, la licence transmédia Lego s'impose dans différents supports comme les jeux vidéo, les séries télé ou le cinéma. Ce jeu télé britannique, qui met en scène des passionnés de Lego, rencontre un énorme succès et a même connu une version française. Dans le même genre, les fans d'Harry Potter ont été réunis pour participer à une reproduction du tournoi des 4 maisons en 2021 pour HBO Max. Une expérience qui a été renouvelée en 2023 avec la licence Barbie sur la même plateforme. L'objectif cette fois était de reprendre le genre de l'émission de rénovation afin de recréer la maison de Barbie pour tenter de la gagner. Le dernier jeu télé à licence a été lancé par Prime Video avec l'univers de James Bond. Intitulé 007 Road to a Million et sorti en novembre 2023, il s'agit d'une forme de Pékin Express présentée par Brian Cox avec des duos de candidats qui mélangent exploration et quiz en reprenant les codes de James Bond pour tenter de gagner $1 million. J'ai dû en oublier, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres exemples en tête, mais je crois voir une tendance commencer à se dessiner. Le potentiel succès de la télé-réalité Squid Game pourrait accélérer fortement la dynamique. Mais ce succès est loin d'être garanti, surtout que l'émission, avant même sa diffusion, a fait scandale et aurait pu tourner au drame. Au début de l'année, un reportage du journal anglais The Sun faisait état d'un désastre sur le tournage de Squid Game The Challenge qui se déroulait près de Londres. Des candidats auraient même été mis en danger. Pour rappel, cette notion de danger est quasiment constitutive du genre. Dans sa thèse sur la télé-réalité, Jessica Roberts identifie 4 genres distincts: talent, makeover, celebrity et celui qui va nous intéresser, challenge. Pour elle, c'est Survivor, dont est adapté Koh-Lanta en France, qui a initié le mouvement au début des années 2000. Et dans le concept même de Survivor, l'idée de risque est centrale. Sauf que, normalement, la production est censée encadrer le danger, pour assurer l'intégrité des participants. Or, la première épreuve de Squid Game a, semble-t-il, posé énormément de problèmes, créant ce scandale autour du tournage. Les 456 participants se sont donc retrouvés dans un grand hangar pour recréer la fameuse épreuve du 1, 2, 3 soleil, avec la poupée géante déjà vue dans la série. Il faut donc se figer sur place pendant un instant. Les joueurs qui faisaient le moindre mouvement étaient éliminés sur le champ de manière assez visuelle avec une explosion de sang factice. Jusqu'ici, aucun problème. Sauf que les participants avaient été prévenus que le jeu durerait environ 2 heures. Mais finalement, l'épreuve a duré plus de 7 heures. Et pour cause, le temps d'attente entre 2 tours devait être de 2 minutes immobiles. Des candidats ont cependant témoigné que la durée a commencé à augmenter rapidement, passant à 10 minutes, puis 15 minutes, pour même atteindre 26 minutes. Bon, jusqu'ici c'est problématique, mais rien d'inhumain. Sauf que j'ai volontairement omis un détail. Le tournage a eu lieu en janvier, à Londres, où les températures tombaient souvent près de -3, -4 degrés. Les joueurs, qui n'étaient habillés que par un simple sweatshirt issu de la série, se sont mis à avoir très froid. Certains avaient simplement les doigts de pied gelés, ne pouvant plus bouger à cause de la température et finissant parfois même par ramper pour finir l'épreuve. Un témoin affirme même avoir vu plusieurs concurrents s'effondrer et s'évanouir à cause du froid et de la fatigue avant que des pauses soient accordées. Et quand je dis pause, c'est juste l'autorisation d'étirer certains membres sans pour autant bouger.
bouger les pieds sous peine d'être éliminé. Il y aurait eu plus de 10 interventions des médecins uniquement pour cette épreuve. Des participants auraient fini en pleurs. Netflix réfute les accusations, notamment celle selon laquelle un joueur serait sorti sur civière et a assuré avoir pris le plus grand soin des participants. Pourtant, cette semaine, on a appris que certains étaient même prêts à attaquer en justice Netflix et la boîte de production. Et ça, c'est sans compter les autres problématiques de la télé-réalité, comme le fait que les participants étaient constamment sur écoute avec des micros ou qu'il y avait visiblement des caméras et vitres sans teint dans les salles de bain. Également, les joueurs n'étaient pas rémunérés pour leur participation. C'est une pratique assez conventionnelle pour les jeux télé, mais les candidats de télé-réalité sont souvent contractualisés, car ils apportent au programme. Il me semble que les aventuriers de Koh-Lanta sont défrayés pour leur participation par exemple. Alors oui, les gens sont censés savoir pourquoi ils signent. Ils viennent chercher leurs 15 minutes de gloire, mais cela n'est pas une raison pour ne pas assurer un environnement sain de travail. Et à bien des égards, Squid Game The Challenge semble nous ramener 15 ans en arrière. Au début des années 2000, de nombreuses téléréalités se revendiquent presque de l'expérience sociale, quasiment dans la continuité de l'expérience de 1000 grammes. Annette Hill, professeur spécialisé sur la question en Suède, rappelle que les discours autour de Big Brother et du début de la télé-réalité portaient beaucoup sur l'observation sociale. C'était le cas par exemple de Shattered, diffusé en 2004 sur Channel 4 au Royaume-Uni. Le concept était simple, 10 jeunes devaient rester éveillés en réalisant certaines épreuves le plus longtemps possible dans l'espoir de gagner 100 000 €. C'est Clara Farah, jeune étudiante de 19 ans, qui avait gagné après 178 heures sans sommeil. Un suivi très important était malgré tout réalisé par des psychiatres et des médecins. Dernièrement, Naked and Afraid a repoussé les limites du genre avec des survivants qui s'affrontent dans une nature hostile, complètement nue. Des émissions qui auraient pu, de la même manière que Squid Game The Challenge, très mal tourner. Au-delà des séquelles physiques, les dommages psychologiques sont aussi à prendre en compte. Jennifer Blair souligne que les boîtes de production devraient offrir un meilleur encadrement et soutien sur ces questions aux candidats. Bon, on a bien compris d'où vient l'émission, dans quelle tendance elle s'inscrit et pourquoi elle a créé le scandale avant même sa diffusion. Mais alors que 5 épisodes ont été diffusés mercredi dernier, que vaut vraiment Squid Game The Challenge? Il y a deux manières de le voir. La première est que c'est un très bon divertissement et jeu télévisuel. Comme l'ont fait remarquer plusieurs critiques, l'émission est bien construite et rythmée, les règles faciles à comprendre et les mécaniques de jeu diablement efficaces. Malgré les 456 candidats, le fil conducteur ne se perd pas et on arrive rapidement à s'attacher à des joueurs dont la présentation est efficace et qu'on prend plaisir à suivre dans l'aventure. C'est aidé par une grande place offerte à la scénarisation. Par exemple, en plus des confessionnals traditionnels, on entend parfois certains joueurs doubler leurs propres pensées en voix off à des moments clés. I just need to stay focused. I need to control myself. I cannot leave the first game. I refuse for that to happen. I know my legs don't work the same way they used to, but I just want to make it to the end. Également, les épreuves ne paraissent pas si éprouvantes, au moins physiquement, que les scandales relayés par la presse le laissaient penser. Même si on notera que le montage y joue sûrement pour beaucoup, car l'épreuve qui a duré plus de 6 heures dans la vraie vie est présentée comme une épreuve de 5 minutes dans le programme, qui a coupé les moments de pause. On aperçoit d'ailleurs le froid ressenti par certains candidats si on regarde attentivement. Mais on est loin de Naked and Afraid ou de Shattered, et plus proche d'un Survivor Koh-Lanta. L'émission se regarde normalement, et en faisant abstraction de quelques éléments, elle est même plutôt bien ficelée. Problème, c'est que je trouve difficile de faire fi de son contexte. Surtout qu'elle ne fait rien pour y remédier. Dès le départ, le ton est donné, avec des candidats expliquant être au bord de la misère financière et dont ce jeu apparaît comme une des dernières chances pour vivre dignement. Who's not in debt? We're facing a recession. I mean, I had to... I'm not getting paid at work for this, but you're dreaming. What's that like to be able to pay off your house? What's that like to be able to pay off your car? I know these may be simple dreams, but what's that like? La cagnotte est constamment mise en scène et les joueurs se réfèrent tout le temps à son montant au moment de prendre des décisions. C'est quasiment une ode au capitalisme. D'abord, en l'utilisant comme outil de divertissement. L'inflation n'est plus un problème social, il est un levier de jeu, au même titre que le besoin de confiance en soi ou la volonté de vivre une aventure inédite. De plus, le programme ne semble montrer que peu d'empathie pour les joueurs. Il n'hésite pas à insister sur les différents craquages des participants par exemple. En effet, les jeux sont parfois cruels psychologiquement, l'aléatoire y occupe une place centrale, faisant régner rapidement la terreur, surtout que l'élimination entraîne une disparition immédiate du candidat. Une fois que le sachet de faux sang explose et que le candidat s'effondre, il est extrêmement rare que l'émission lui laisse la parole, comme c'est le cas habituellement, pour revenir sur cet échec. Il disparaît. La mort n'est donc pas réelle et physique, mais elle est médiatique. La personne retombe immédiatement dans l'oubli, redevient un chiffre parmi d'autres. La violence sociale du programme est extrêmement forte, et Squid Game The Challenge n'offre jamais un regard si ce n'est distancé, au moins bienveillant
bienveillant à ce sujet. Il ne réussit alors pas le pari de faire oublier qu'il est absolument tout ce que dénonçait son œuvre d'origine, l'avènement d'un capitalisme froid, où les plus pauvres sont utilisés comme outils de divertissement des plus riches, même si son créateur argumente que ce n'est pas le seul message de la série. Parce qu'il y a également cet esprit malsain de compétition, qui est implémenté en chacun d'entre nous dès notre plus jeune âge, par ces jeux d'enfants qui paraissaient pourtant anodins. Sauf qu'au lieu de reprendre ce narratif pour le renverser, la télé-réalité l'embrasse totalement. Dans un premier temps, elle perpétue cette forme d'illusion méritocratique propre aux jeux télé, où c'est le plus méritant qui gagne, et qu'après tout, en ayant un peu de talent, on devrait tous réussir à gagner de l'argent. Mais pire, comme je l'ai dit, le caractère aléatoire de certaines éliminations vient contredire ce narratif, et rendre beaucoup moins digeste le discours porté par l'émission, qui semble d'ailleurs assez peu clair. Si Koh-Lanta sert à se dépasser, la Star Academy à réaliser ses rêves d'artiste, ou même L'amour est dans le pré à s'ouvrir aux autres, Squid Game The Challenge ne semble rien porter de plus que l'appât du gain. C'est alors peut-être le pinacle de cette industrie qui transforme tout en contenu consommable entre deux TikTok et un paquet de chips en main. L'enquête sur un meurtrier, le nouveau David Fincher et désormais même la critique de cette industrie et des produits de divertissement se transforment en un de ces produits. Une forme de méta-divertissement dont les ressorts sont tellement bien huilés qu'ils fonctionnent parfaitement en tant que tel, mais qui entraînera à coup sûr une petite mine de dégoût pour n'importe quelle personne un tant soit peu sensible aux transformations contemporaines de la culture de masse et à son effet sur l'audience.